Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'opposition va rejeter les conclusions de la commission ad hoc dans l'affaire Khalifa Sall. Maître Madi Keinan et compagnie regrettent plutôt la démarche du chef de l'État visant selon eux à éliminer un adversaire politique. Un peu plus tôt dans la journée, le président de la commission ad hoc, lui, n'a pas voulu se prononcer sur les raisons de leur absence à Robes. Tout cela, c'est à suivre dans ce journal. Projet de modernisation des marchés. L'idée émise par le chef de l'État ne convainc pas les commerçants trouvés au marché Castor. Ils appellent à une concertation avant toute prise de décision. Les populations de Déni Malikaï encore dans la rue. Elles s'insurgent contre ce qu'elles considèrent comme une agression du pôle urbain de Diamniadio. En assemblée générale ce matin, ces habitants ont réclamé le départ du délégué général. Et puis la situation préoccupante des migrants en Libye, au cœur d'un atelier à Dakar. L'objectif est d'inciter les gouvernants à prendre à bras le corps ce phénomène. On en parle en fin de journal avec l'invité du 20h. Il s'agit de Madame Nyoro Ndiaye, ancienne ministre et présidente de l'Alliance pour la migration et le leadership et le développement. Donc c'est à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. À toutes et à tous, direction Sicap Mbao avec cette histoire de meurtre, de parricide plutôt, puisque c'est un imam qui a été tué par son fils. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec notre correspondant en banlieue dakaroise, Salif Sow. Salif, bonsoir. Bonsoir, cher Tigane. Alors Salif, vous confirmez donc un garçon qui tue son père. Oui, cher Tigane, nous pouvons dire que le suspect numéro 1 est toujours en fuite. La police est sur ses traces, nous renseignons. Le présumé meurtrier est un alcoolique. Il n'est personne d'autre que le fils du défunt. Il aurait donc égorgé son propre père. Qui était la victime? La victime était l'imam de la grande mosquée de Darussalam, le vieux de 79 ans plutôt, habité au quartier Boussaka. Le corps sans vie a été déposé dans une morgue des hôpitaux de Dakar. Serigne Mbaye Diop est parti de la manière la plus brutale et la plus atroce. Le mobile du meurtre, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Merci Salif Sow. Affaire à suivre en politique. Les députés du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et ceux non inscrits ne vont pas accepter les conclusions de la commission ad hoc. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Déthié Fall et compagnie soutiennent que le président Macky Sall veut éliminer tous ses adversaires politiques en vue de l'élection présidentielle. Compte rendu de cette conférence de presse signée Habib Faye et Modou Diop. Les 36 députés non inscrits sont très remontés contre la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall. Madi Keinan et compagnie constatent que le président de la République Macky Sall isole ses potentiels adversaires à la présidentielle de 2019. Que ceci n'est rien d'autre qu'une manière d'isoler tous ces potentiels concurrents à la présidentielle. Mais il faudrait savoir que pour tout combat, il y a des temps à devoir nécessairement respecter. Jusqu'ici, c'était le temps du combat parlementaire. Et il est clair qu'il y aura un temps pour le combat sur le terrain politique. Il juge que c'est une politique de liquidation. Tous ceux qui sont là affichent nettement une détermination à faire face à ce régime pour que cette persécution puisse arrêter. Vous en avez compté 2 et il n'y a jamais 2 sans 3. La commission ad hoc qui devait auditionner Khalifa Ababakar Sall manque d'élégance politique, disent-ils. Constituant a adressé une correspondance au ministre de la Justice pour créer les conditions d'audition de Khalifa Ababakar Sall. Ils n'ont pas amené ce compte-rendu pour justement se rendre amnésique sur cette synthèse-là et vouloir et pouvoir
faire, comme ça a été le cas, tout ce que bon leur semblait. Cette démission-là, dans tous les cas, ne les intéresse même pas. Ce qui les intéresse, c'est la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababakar Sall. Et ils ont convoqué la plénière pour la levée de cette immunité après-demain. Une session plénière est par ailleurs prévue ce samedi à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall. Nabi Faye, merci. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, par ailleurs président de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, lui, ne veut parler de leur absence hier à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Aymérou Gningue et ses collègues de Benno Bokk Yakaar en séminaire ce matin ont cependant exprimé leur solidarité à M. Cheikh Tidiane Gadio. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. J'ai déjà fini de un mot. Toutes les questions sauf l'affaire Khalifa Sall. Aymérou Gningue ne veut pas en parler. Je ne réponds pas sur ça. Il y a certains qui parlent. Mais je peux vous assurer, vous parlementaires, en tout cas de Benno Bokk Yakaar, que le groupe, les députés que nous sommes, nous n'avons jamais pris aucun acte qui soit illégal. Nous avons toujours respecté et la Constitution et le règlement intérieur qui régit en tout cas notre fonctionnement. Seule question abordée ici, l'incendie au parc Lambaye, mais également l'affaire Cheikh Tidiane Gadio. Le groupe Benno Bokk Yakaar se dit solidaire. Nous nous solidarisons avec donc la position du gouvernement, avec la position de l'Assemblée nationale et nous soutenons notre collègue. Malheureusement, le soutien ne peut être qu'un soutien moral pour pouvoir véritablement l'aider et prier pour lui, pour que la situation difficile dans laquelle il puisse s'en sortir très rapidement. Après le chef de l'État, Macky Sall, les députés de Benno Bokk Yakaar condamnent l'esclavage en Libye. Le président Macky Sall s'est montré ferme face à la situation en Libye lors de la rencontre de la CEDEAO et il a même dit qu'il allait saisir l'Union africaine. Nous aussi, députés de Benno Bokk Yakaar, nous allons nous mobiliser pour combattre l'esclavage en terre libyenne. Aymérou Gningue invite l'État à réorganiser les marchés, entre autres lieux de travail. Alassane Ba zoom à présent sur ces femmes pro-Khalifa Sall qui développent une forme de lutte particulière faite de spontanéité avec tous les risques que cela peut comporter pour la libération de leur leader. Pour le sociologue Fatou Sarr, ce genre d'engagement fait partie depuis longtemps de la tradition de la femme africaine, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Abdoulaye Diallo. Pour la libération de Khalifa Sall, elle ne compte reculer. Déjà au mois de mai cette année, les Amazones avaient investi le boulevard de la République. Vous savez ce qui s'est passé sur le boulevard de la République? Nous étions allés en audience à Rebeuss et c'est ce jour-là où ils avaient décidé d'amener le maire au parloir. C'était trop pour nous. Et ça, c'était une réaction spontanée. Tout comme hier. Hier, nous étions en réunion la veille pour préparer une activité comme d'habitude le mercredi. Mais puisqu'on n'avait pas eu le temps d'appeler tout le monde et nous n'avions pas désigné le lieu où on allait se rassembler pour ce mercredi, nous nous sommes dit nous allons quand même faire une activité demain. Et les dames avaient préparé quelque chose. Mais le lendemain matin, on voit sur toute la presse que la commission ad hoc devait se rendre à Rebeuss pour auditionner le maire. L'on se rappelle la menace brandie de marcher nu. Oui, mais ça ne fait pas partie de nos traditions au Sénégal. C'était une menace. Bon, quelques-unes étaient prêtes à le faire, mais nous les avons dissuadées. Le sens de l'engagement, de la fidélité, le courage pour Fatou Sarr, ces valeurs qu'incarnent ces femmes pro-Khalifa, d'autres avant elles ont eu à les afficher dans différents combats et font partie de notre culture, de l'histoire de l'Afrique. On peut parler des femmes de la grève des cheminots. Le livre de Sembène Ousmane relate ça. Ce sont surtout les femmes qui sont sorties et qui ont porté la lutte auprès de leurs frères. Quand on prend l'histoire de Grand Bassam aussi, les femmes ont marché d'Abidjan à Grand Bassam. Quand les hommes politiques du RDA ont été mis en prison, c'est elles qui ont porté le combat pour faire sortir leurs frères. Pendant la période de l'indépendance, de la lutte pour les indépendances aussi, nous avions l'UFS, l'Union des femmes sénégalaises. Même en retournant plus loin, si Lamine Gueye a réussi aux élections municipales à se positionner en première
en avant, c'est grâce aux femmes, c'est grâce à Sogaina Konaré. La sociologue d'inviter à une réflexion sur le leadership féminin. Je crois qu'il est au-delà de cet épisode de Khalifa, c'est le lieu de réfléchir sur la position des femmes en politique. Il est peut-être temps que les Sénégalais essayent d'avoir une gouvernance autre, faite par une gouvernance de femmes. Mais pour que cela soit possible, il faudrait que les femmes prennent conscience de leur force et s'organisent pour que cette force-là puisse peser dans la balance aux prochaines joutes électorales. Soham El Wardini et ses camarades pro-Khalifa ne demandent, elles, pour le moment, que la libération du maire de Dakar. Affaire Cheikh Tidiane Gadio, son parti réagit à l'arrestation de leur leader. Le mouvement panafricain citoyen dit vivre des heures difficiles, mais reste stoïque et persévérant dans l'épreuve. Louis Diotna MPCL invite à la prudence nécessaire dans cette affaire en rappelant que le docteur Gadio est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Pour le mouvement panafricain citoyen, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et député de la 13e législature a de manière constante montré son attachement aux valeurs morales et au culte du mérite dans l'être et l'avoir. C'est cela même le socle de son action politique. Donc pour les membres de son mouvement, Cheikh Tidiane Gadio traverse actuellement une épreuve dans son parcours qu'il surmontera avec dignité tout en comptant sur le soutien et les prières des Sénégalais de tous bords et de tous les Africains pour que ses droits soient respectés et qu'il en sorte blanchi. Vous pouvez dormir tranquillement, tu auras un deuxième mandat s'il plaît à Dieu. C'est en substance les termes du Khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, s'adressant au chef de l'État en visite dans la ville sainte de Tivaouane, le président Macky Sall qui se dit très comblé, touché également par l'accueil que les populations de Tivaouane lui ont réservé. Les temps forts de cette visite signée nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tira. Le président Macky Sall aura un deuxième mandat, s'il plaît à Dieu. C'est ce qu'a dit le Khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Mansour. Tu n'as pas cherché un troisième mandat ni quatrième mandat, mais tu auras ton deuxième mandat, s'il plaît à Dieu. Il y a beaucoup de bavardage, mais sachez que la matérialisation des aspirations ne viendra pas de ces gens, mais de Dieu. Le Khalif général des Tidianes, devant l'assistance, a vivement remercié le chef de l'État pour ses actions de grandes envergures entreprises dans les cités religieuses. Vous avez marqué votre empreinte dans les différentes cités religieuses par des réalisations qu'aucun des chefs d'État n'a fait. Le chef de l'État Macky Sall, comblé de joie, promet de poursuivre les travaux entamés dans le cadre de la modernisation de Tivaouane. Je respecte beaucoup les chefs religieux. Tous les travaux inscrits dans le cadre de la modernisation de Tivaouane seront achevés. Tivaouane, les populations ont répondu massivement à l'appel du Khalif général des Tidianes. Elles ont réservé un accueil chaleureux au président Macky Sall. Puis les prises de position des chefs religieux dans le jeu politique au Sénégal, considérées par le sociologue Malick Ndiaye comme des plus normales, car étant aussi partie des citoyens, mais pour lui, cela n'est pas sans risque dans la société. Il a rencontré nos reporters Cheikh Hassan Fall et Pape Sangoné Mbaye. L'immersion des chefs religieux dans le jeu politique au Sénégal est un fait historique des plus normales de la vie du sociologue qui considère que les khalifs sont aussi des citoyens. Un marabout, un ouléma, un kadi ou un khalif a le droit de prendre position. Donc je ne peux pas reprocher à un chef religieux d'avoir un candidat et de le dire. Personne n'a le droit d'empêcher un chef religieux de mettre de côté son manteau religieux pour, comme le disait Macky Sall lui-même, se comporter en citoyen ordinaire. Une prise de position des chefs religieux qui n'est pas sans risque pour eux. Mais à partir du moment où, nonobstant la diversité
de ceux qui suivent ou la confrérie ou le chef religieux, ce chef religieux disqualifie une partie des membres de la confrérie et en quelque sorte les dénonce et choisit de manière unilatérale un candidat contre d'autres, à partir de ce moment-là, le problème, c'est entre le chef religieux qui est devenu un citoyen, parlant comme citoyen, et puis sa confrérie qui exige l'unité pour aller dans la voie de Dieu. La cohésion existant entre chefs religieux et hommes politiques au Sénégal est des plus salutaires, mais certaines positions prises par ces guides religieux peuvent créer la polémique au sein du pays. Nécrologie, cette information qui vient de nous parvenir avec la communauté mouride qui est en deuil avec la disparition de Serigne Bassirou Bara, frère du khalife général des Mourides. Le défunt avait présidé la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Justement, nous sommes en ligne avec un de nos correspondants dans la région, Mohamed Jodiop. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Alors, Mohamed Jodiop, donc Touba en deuil. Oui, on pense Touba est bel et bien en deuil. L'info est tombée cet après-midi vers 17h. Le frère cadet du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Bara Mbacké, est décédé des suites d'une courte maladie. L'inhumation Tidiane est prévue cette nuit à Touba et la cérémonie religieuse demain dans la ville sainte. Le défunt, Serigne Bassirou Bara Mbacké, est âgé de 86 ans. Était le plus âgé des petits-fils de Touba. Après, le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, vous l'avez rappelé, sa dernière apparition publique remonte il y a 14 jours à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba où il a représenté le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Cheikh Tidiane Diao. Merci Mohamed Jodiop, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis le groupe Futurs Médias par ma voix présente ses condoléances au khalife général des Mourides et à toute la confrérie. Ce sert des préparatoires de la 4e édition de la ziara annuelle de Cheikh Oumar Tall. L'événement est prévu le 22 décembre prochain à Ouakam, à la cité Cheikh Oumar Tall. En prélude à cette ziara, une réunion a eu lieu au domicile du guide religieux. Là-dessus, nous écoutons les explications de Barkaba, chargé de communication de l'événement religieux, au micro de Cheikh Tidiane Dione. Un CRD a été organisé dans le cadre de la 4e édition de la ziara annuelle dédiée à Cheikh Mouhamadou Bachir Tall, Khalif Cheikh Oumar Tall. Donc c'est le connu Cheikh Oumar Al-Foutiou sur les îles du bienfaiteur de la famille oumarienne. Donc tous les services ont été représentés et des engagements fermes ont été pris. Donc en matière de santé, assainissement, et on espère bien qu'il y aura amélioration et il y aura une très bonne organisation de la ziara. La ziara aura lieu le 22 et le 23 décembre, ici à Ouakam, à la cité El Hadj Omar. Nous parlons à présent de ce projet de modernisation des marchés des commerçants trouvés au marché Castor de Dakar, encore dubitatif sur l'idée du chef de l'État. Les risques sont bien réels au marché Castor, mais les commerçants appellent d'abord à une concertation avant toute prise de décision. Un marché où les installations vétustes sont encore très visibles. Reportage signé sur place, Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Malgré le poids de l'âge, Castor résiste encore. Ce marché, l'un des plus vieux de la capitale sénégalaise, est aussi affecté par la vétusté des installations et l'occupation anarchique des voies d'accès. Il y a trop de choses qu'on laisse comme ça, sans la réaction des gens. On attend qu'un accident se présente pour réagir. Mais il y a des programmes de modernisation que le gouvernement du Sénégal avait commencé à mettre en œuvre. C'est le cas au marché Thiaroye. Le bâtiment est prêt, mais les commerçants ne veulent pas s'y installer. Les commerçants sont bien conscients des risques et dangers, mais ils restent quand même sur les lieux. L'accès dans ce marché-là est très difficile. Même ceux qui habitent aux alentours ont des difficultés. Il y a des clandos partout, il y a tout, il y a des sérieux, il y a tout.
les gens ne peuvent pas se déplacer correctement. ñu ngi fii ci biir mais suñu bakkan daal la ñuy kii rek ndax uutim bu métti bi rek moo tax mais marché bi yëpp dafa nëb te xam nga marché bi mu ngi mabbu léegi-léegi lu bari ay gars ñu ngi defar ñu am moyen ñu ngi defar ñu amul moyen ñu ngi toog xaar yàlla. boo xoolee ko soor ñun ñu devenir suñu bopp di jéem a changer suñu bopp. La plupart des installations que vous voyez, nous l'avons fait avec nos propres moyens. Certains commerçants ont même réfectionné leur cantine. Bref, nous n'attendons pas grand-chose des autorités publiques. Par la modernisation, le chef de l'État veut réduire les risques d'incendie et rendre plus attrayants les marchés. Il y a plusieurs sortes de produits par ici, légumes comme produits de mer. D'après ce que je comprends des centres commerciaux, ils sont réservés à d'autres types de produits cosmétiques comme aussi l'habillement. Moi, je pense que la solution, c'est de raser complètement les marchés ou de trouver d'autres sites. Aussi, c'est un problème. L'incendie survenu au parc Lambaye a d'une part motivé la décision du chef de l'État, une nouvelle configuration des marchés qui doit prendre en compte le cadre, mais aussi les normes de sécurité. Aminata Baresso, l'Union des marchands ambulants du Sénégal, de leur côté, se félicite de la médiation de certaines autorités politiques et cela malgré la sommation du sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau de les déguerpir. Adama Sow, leur porte-parole, s'en explique au micro de Cheikh Tidiane John et Moudou Diop. C'était le 30 dernier, mais après le Magal, il est revenu à la charge pour dire qu'il va poursuivre les opérations. Comme nous avons eu à le constater, il a eu des avancées significatives dans beaucoup de domaines de la vie nationale. Et nous croyons que s'il prend ce dossier des marchands ambulants en main, il pourra trouver des solutions adéquates et définitives à ce problème des marchands ambulants. Pour la recherche de solutions face à ces difficiles problématiques des marchands ambulants. Déni Malik Gueye, encore dans la rue. Les populations sont contre ce qu'elles considèrent comme une agression foncière du pôle urbain de Diamniadio. En assemblée générale, ces habitants réclament même le départ du délégué général. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Bira Diagne. À l'instar des autres localités environnantes, Déni Malik Gueye se dit agressé foncièrement par le pôle de développement urbain de Diamniadio. Raison pour laquelle les populations se disent préoccupées par cette situation qui risque de compromettre l'extension de leur localité avec le pôle qui continue de grignoter, selon elles, leurs terres. Den et les environs qu'on appelle les 4 Den, donc trop c'est trop aujourd'hui. Et on a tout fait. Celui-là nous avait rencontré au mois de février en 2016. Tout ce qu'il nous avait promis est tombé dans l'eau. Il n'a pas du tout tenu au moins de sa promesse lors de notre dernière rencontre au mois de février en 2016. Et ses promesses étaient tout simplement de donner à Déni Malik Gueye son extension du village. Déni réclame toujours son extension. On n'est pas contre du projet de l'État, mais on réclame notre extension au moins de notre village. Comme il l'a donné à Bambilor, comme ils ont donné ça à Gorom, comme ils ont donné ça à Gendouf. Et nous sommes un village lébou, comme l'ensemble des autres villages lébou. Donc on veut notre extension. Des populations de Déni Malik Gueye, Déni Demakodo et de Déni Youssou, très remontées contre les responsables du pôle urbain et qui n'ont pas manqué de réclamer le départ du délégué général. Déni est étouffé de tous bords. Donc nous, les Bou et Déni Malik Gueye et les Dénois encore, et l'ensemble de la commune de Diamniadio, on réclame la tête de Seydou Sissal au moins. Si le président au moins nous entend, on veut au moins que Seydou Sissal soit débarqué au moins de son poste. Parce qu'au moins il ne travaille pas pour le président. Actuellement à Déni Malik Gueye, nous on dit, pas de machine sur le terrain. Pas de machine sur le terrain. On va programmer une marche, on va continuer notre lutte, donc jusqu'à obtenir notre extension de notre village et laisser aussi préserver notre logement aussi de notre village. A rappeler que cette complainte des habitants de Déni Malik Gueye est la même chez ceux de Bargny, Diamniadio et Kerndiaïlo. Ces populations souhaitent une délimitation concertée du pôle urbain qui a déjà englouti une bonne partie de leurs terres. Nous allons dans le sud du pays. Le manque de formation, la cherté de l'aliment et la mortalité de leurs cheptels sont les principales difficultés qui gangrènent l'élevage des porcs en Casamance. Ces éleveurs demandent au moins la subvention par l'État du prix de l'aliment des porcs. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. L'élevage traditionnel de porc a toujours été une activité peu pratiquée au Sénégal. Malgré cela, d'aucuns y croient fermement, même s'ils y rencontrent des difficultés.
Jusque-là, on ne maîtrise pas les techniques d'élevage. Ça reste encore. Et donc nous avons tout le temps besoin de formation. Le porc, c'est un animal qui mange beaucoup. Il mange beaucoup et l'aliment coûte cher. Et la peste porcine, vraiment, qui est en train de nous fatiguer, de faire des ravages jusque-là. Et pourtant, c'est un secteur porteur. Parce que ça bouge de partout, en commençant par le président depuis l'invitation à Dolly. Parce que bien avant, on n'entendait pas parler du porc. Et depuis lors, vraiment, on voit que le développement du porc, vraiment, est en bon chemin. Parce que c'est l'élevage, je peux dire, le peur. Le porc, c'est un animal qui se développe très vite, qui produit beaucoup et se développe très vite. C'est pourquoi des médecins vétérinaires sont venus à Kolda pour renforcer les capacités des éleveurs de porc des régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor. C'était d'abord une analyse diagnostique de tout le système d'élevage dans la région naturelle de la Casamance pour voir un peu les pratiques, les réalités et les contraintes auxquelles sont confrontés ces éleveurs-là. Et à partir donc de cette étude, qu'on puisse leur proposer un certain nombre donc, de solutions et les tester avec eux. Les projets de développement ne s'y intéressent pas tellement par rapport aux autres espèces. Mais on a vu quand même que concrètement, surtout pour la région naturelle de la Casamance, que c'est un élevage qui est ancré donc, dans les habitudes de la population et qui apporte beaucoup en termes d'économie, mais également de sécurité alimentaire. À cause de sa rentabilité, les gens s'intéressent de plus en plus à l'activité de l'élevage de porc, surtout en Casamance. Abdoulaye Diallo, les Ladoum peuvent participer à l'autosuffisance en moutons au Sénégal et du coup réduire l'abattage des sujets femelles s'ils sont caractérisés ou homologués. C'est du moins l'avis de l'association de la Fédération nationale de la filière ovine qui a organisé ces journées scientifiques à Saint-Louis. Selon le président Aboukan, des milliers d'emplois sont générés par l'élevage de moutons Ladoum. Je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. On voit de nouveaux éleveurs qui se spécialisent dans l'élevage ovin, notamment dans l'élevage Ladoum. On en voit de plus en plus et il y a des milliers d'emplois créés par ce secteur-là et des milliards quand même de chiffres d'affaires réalisés dans ce domaine. Il nous faut un label sénégalais qu'on puisse vendre à l'étranger. Et ce label-là, avant qu'il y ait ce label-là, il faut d'abord le reconnaître cette race-là. Et pour reconnaître cette race-là, avant de reconnaître cette race-là, il faut d'abord la caractériser. Il faut caractériser cette race, dire comment elle se manifeste. Et après avoir caractérisé, là, on peut demander à l'État de l'homologuer. Et une fois avoir homologué, là, on se retrouve avec un label, Ladoum sénégalais, qu'on peut vendre partout ailleurs dans le monde. L'obstacle numéro 1, c'est quand même la mévente. Parce qu'on a des problèmes pour vendre nos produits. Parce que quand même, le Ladoum est un sujet quand même... c'est de la semence. Hein. C'est de la semence. Nous, on produit des spécimens assez exceptionnels qui servent à améliorer les autres races du cheptel local, notamment le dialonké, le pelpel et le touabère. Et puis, nous parlons du désamour des élèves pour les mathématiques qui fait réagir des professeurs d'université à Ziguinchor. Ils suggèrent au ministre en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur de mieux collaborer pour leur faire aimer cette matière. C'était lors d'un atelier international sur la géométrie. Là-dessus, nous écoutons les explications de Daoudanian Diatta, leur porte-parole au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Pour régler le problème de la désaffection que les élèves ont pour les sciences, pour régler vraiment le problème du faible pourcentage d'élèves qui font des maths, il faut retourner à la base, à l'école primaire, au collège et au lycée. Mieux former également les professeurs, leur donner plus de moyens pour travailler. C'est la voie royale pour régler ce problème. C'est toute une organisation depuis l'élémentaire jusqu'à l'université qui fait qu'un pays produit des scientifiques de qualité. Mais ce que nous pouvons dire, c'est toute une organisation entre le ministère de l'Éducation
l'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur qui permettra de régler ce problème. Ce que nous faisons actuellement à Ziguinchor se situe à un autre niveau. Ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire en sorte que l'université Assane Seck de Ziguinchor s'inscrit dans une tradition internationale d'organisation de manifestations de ce style et de rencontres, parce que les mathématiques partout dans le monde se font à travers des rencontres. Voilà, nous parlons à présent du ministère de la Culture qui s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État et faire du legs d'Ousmane Sembène en patrimoine national. Le secrétaire général l'a fait savoir cet après-midi lors d'un colloque international qui avait pour thème littérature, cinéma et presse, lecture du legs pluriel d'Ousmane Sembène. Là-dessus, nous écoutons les explications de Birama Nian, secrétaire général du ministère de la Culture, au micro de Maïmouna Ndiaye. Ce qui induit donc un certain nombre de choses, notamment en termes de prise en charge, de valorisation et de réhabilitation de ce patrimoine-là, qui est extrêmement important, qui est composé d'un patrimoine matériel, notamment des biens, sa maison par exemple, mais aussi de patrimoine immatériel, etc. Donc, de concert avec ses amis, bien sûr, et surtout ses héritiers, nous nous attacherons à voir comment réhabiliter tout ce patrimoine-là pour qu'il puisse surtout profiter aux générations futures. Voilà l'invité du 20h, il s'agit de Madame Ndioro Ndiaye, ministre conseillère et présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Ndioro Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gao. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. Mais avant de démarrer l'interview, nous allons suivre cet élément avec la situation qui est actuellement très préoccupante en Libye. Des solutions qui s'imposent. C'est ainsi qu'une rencontre s'est tenue ce jeudi à Dakar. C'était en présence des membres entre autres de l'OIM pour discuter du pacte mondial sur les migrations et d'inciter les gouvernants à prendre à bras le corps ce phénomène. C'est un compte-rendu signé Fatou Bintou Conté. Continue de s'élever pour s'indigner contre le commerce des migrants en Libye. Un acte dramatique pour le représentant de la Croix-Rouge au Sénégal. Il estime que c'est une situation préoccupante en ce moment. De la migration en Afrique est très préoccupante. Non seulement elle est actuelle, mais elle se présente sous des formes très dramatiques. Dramatique en ce sens que des personnes qui auraient dû être protégées dans leur dignité sont emprisonnées, sont vendues sur le terrain et deviennent l'objet de marchandage. Donc cette situation préoccupante interpelle tous ceux qui sont soucieux du respect de la dignité humaine, dans sa première nature simple, mais aussi dans des situations de vulnérabilité où se trouvent les migrants. Donc, ce que nous pouvons dire, elle est préoccupante, elle est actuelle et elle est dramatique. Il est temps pour les gouvernants de s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution à ces phénomènes inhumains, suggère le représentant de l'OIM. C'est facile que ce soit l'histoire de Libye ou de pointer les doigts. Qui a eu tort? Est-ce que c'est les pays d'origine, destination? Je pense qu'il faut, une fois qu'on sort ces jeunes de cette situation terrible en Libye, il faut vraiment que ça provoque dans les gouvernements l'idée qu'il faut s'asseoir ensemble, faire la réflexion, comment est-ce qu'on va gérer la migration à l'ordre régional, global, pour protéger les jeunes et pour porter avantage aux sociétés d'origine et destination. Autre solution, la sensibilisation des migrants sur les dangers du choix migratoire. Solution d'abord, comme nous du système de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous appelons les États à faire respecter le droit des hommes. D'abord, si cette étape est respectée, nous pouvons être tranquilles que le migrant sera respecté dans ses droits. La seconde approche, qui est d'ordre opérationnel, c'est de sensibiliser les migrants tout au long de son chemin de migration du pays d'appel, du pays de transit au pays d'accueil, qu'il soit sensibilisé sur tout ce qui le guette, sur ses droits, sur ses devoirs. Alors, et le troisième aspect maintenant, c'est la mobilisation de la communauté entière. Mouvement international, société civile,
gouvernement, organisations internationales, pour que tous ensemble, comme nous le faisons maintenant, nous puissions réfléchir sur les meilleurs mécanismes pour protéger les migrants. Les protéger et trouver des mécanismes, c'est interpeller les gouvernements qui prendront les décisions nécessaires. Voilà, donc Madame, vous avez suivi cet élément. Au niveau de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, vous luttez contre le trafic d'êtres humains. Ce qui se passe en Libye, certainement, a dû vous choquer. Bien sûr, vous savez, ce qui se passe en Libye est juste innommable. Nous sommes choqués, nous sommes violés dans nos consciences, nous sommes extrêmement malheureux de voir qu'au XXIe siècle, des pratiques de cette nature puissent se faire aux yeux et devant tout le monde. Ce phénomène n'est pas nouveau, il faut le dire. Il a pris beaucoup d'ampleur par les réseaux sociaux, je pense, et par les possibilités de communication que les jeunes ont maintenant. Mais en donc réalité, vous avez vu venir? Ah, tout le monde l'a vu venir, monsieur, parce que c'était avant la mort de Kadhafi que nous avions dit que la gouvernance de la migration, telle que l'ancien leader Kadhafi l'avait assis, en réalité, les deux avaient assis cette gouvernance sur un accord bilatéral, surtout entre l'Italie et la Libye. Et l'Italie devait servir de centre ouvert, d'abord d'accueil de tous les migrants irréguliers de l'Europe, quelle que soit leur nationalité, et ensuite de centre de tri. Et que après que la Libye ait reçu l'ensemble de ces migrants irréguliers qui vivaient en Europe, aidés par l'Italie, on devait faire un tri des ressortissants des différents pays de l'Afrique qui étaient dans ces centres-là. Les consuls et les ambassadeurs devaient prendre le relais et aider à ramener ces jeunes chez eux. Et ça a duré. Ça a duré sans qu'il y ait de solution, sans qu'il n'y ait de suite, et ça a eu les dérives que vous connaissez. Mais je me dis que ça ne se justifie pas. Que le fait qu'il n'y ait rien eu après la mort de Kadhafi ne justifie pas que les Libyens, que les autres nationalités, parce que ce n'est pas seulement des Libyens. Parce que la Libye n'est pas la destination, en fait, ce n'est qu'une voie de transit. Oui, c'est un pays de transit, et un pays de destination du temps du président Kadhafi. Oui. Maintenant, petit à petit, c'est devenu un pays de transit pour les pays du sud de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à voir ces différents centres se développer, des centres qui sont aidés d'ailleurs par la communauté internationale et qui sont différents des prisons, soit publiques, soit privées, qui sont gérées par les Libyens eux-mêmes. Et je pense que là où le bas blesse et là où il est difficile de continuer à supporter un traitement pareil, c'est que les migrants irréguliers n'ont aucune possibilité de communication, tous leurs droits sont bafoués, que la Libye elle-même, en tant que gouvernement, pour le peu qu'il y a comme gouvernement, n'intervient pas pour remettre à l'ordre ses citoyens, et la CEDEAO, l'Union africaine, les différentes structures que nous avons, les mécanismes sous-régionaux et régionaux que nous avons, eh bien, n'ont pas non plus d'effet sur cette affaire-là. Et justement, il y a eu exactement l'émergence des réseaux de transit. Justement, qu'est-ce qui favorise cette émergence? Mais c'est la migration irrégulière, encore une fois. Vous savez, on a dit que la migration irrégulière se règle quand on a des voies de migration régulières qui vous sont ouvertes. Or, petit à petit, les possibilités de migration régulière se sont amenuisées avec les différentes décisions de l'Europe en particulier, et les gens n'ont pas d'autres solutions. On a un problème aussi d'éducation, je pense, un problème d'information de nos populations, là où il y a de grandes populations qui ont tendance à partir. Je pense que mettre en place des politiques ou des programmes qui les retiennent, des politiques et des programmes qui nous font parler à ces jeunes, leur
dire la raison, leur dire aussi leurs droits et leurs devoirs, non seulement par rapport à eux-mêmes et à leur famille, mais par rapport aux endroits où ils veulent aller s'installer. C'est quelque chose qui est moins visible, qui a moins marqué le processus, et nous en sommes là. Et justement, vous avez passé beaucoup de temps à l'OIM, et les dernières statistiques de l'OIM qui nous parlent de 22 000 morts englobés par la mer Méditerranée. On a l'impression que vous prêchez toujours dans le désert. Mais de toute façon, on ne connaît pas le nombre en réalité. Vous savez, les morts ne parlent pas. Et ceux qui les ont mis là également ne seront pas assez prêts et rapides pour nous dire la réalité. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'on a perdu énormément de vies humaines, non seulement dans la Méditerranée, mais dans le Sahara. Et cela ne décourage pas les jeunes? Non, ils continuent à le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un grand problème d'éducation chez nous. Il faut parler aux gens, leur parler réel, parler vrai, non seulement aux jeunes gens, mais à leur famille, à leur maman, aux personnes avec qui ces jeunes-là vivent. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens qui partent n'alertent pas. Les gens ne savent pas d'une manière ou d'une autre que ces gens-là vont partir. Donc il faut que nous revenions, nous, aux bonnes pratiques d'éducation à la base, qu'on informe les jeunes, on a des chômeurs. Vous savez, là où ils veulent aller aussi, il y a des chômeurs. Et ils sont en train de se débrouiller pour régler le problème de leurs chômeurs. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Je sais que le gouvernement y travaille, mais on travaille sur de la ressource humaine, donc c'est lent. C'est lent. C'est lent de produire des effets, c'est lent de produire des impacts sur les gens sur lesquels nous travaillons, et je pense que la seule solution, moi, que je vois, c'est l'éducation, c'est l'information. On ne va pas revenir en arrière et retourner au visa de sortie, quand même. Je pense que ce serait une machine arrière extrêmement dommageable pour nous tous. Mais je pense qu'on peut demander aux jeunes, on peut dire aux jeunes, vous voulez aller à cet endroit-là, voici ce qui est prévu, voici votre droit, voici aussi votre devoir, et si vous transgressez ces règles, voilà ce à quoi vous exposez. Ça, je pense que c'est une chose qui est faisable au niveau communautaire, au niveau des familles. Au niveau des gouvernements, j'ai entendu beaucoup de critiques disant que les pays n'ont pas réagi à temps. Le président Sall a réagi le premier, suivi du président du Niger. Est-ce que la réaction, tout simplement, peut suffire? Mais c'est un début. C'est un début et ils ne vont pas s'en arrêter là. Non seulement ils dénoncent l'attitude du gouvernement libyen et de ses citoyens, mais également il y a d'autres mécanismes qu'ils vont mettre en œuvre au niveau de l'Union africaine certainement, au niveau des structures sous-régionales pour en venir à stopper cette affaire-là. Parce qu'il faut la stopper. On ne demande pas la seule solution qui vaille et la seule solution possible, c'est de stopper cette affaire-là. Justement, nos gouvernants prennent-ils cette question parce que l'on a l'impression qu'il y a absence totale de programmes de promotion et de développement socio-économique, ces programmes-là qui peuvent retenir nos jeunes au pays parce qu'on... Mais il y en a, c'est le rythme qu'il faut accélérer, c'est la manière de le faire. On a été jusqu'à proposer que les jeunes qui viennent en grande quantité, on reçoit par semaine 170, 80, 100, 200 jeunes garçons, soit par terre, par la route, soit alors par avion, acheminé par l'OIM à la demande du gouvernement du Sénégal. Mais le chef d'état-major particulier du président qui coordonne la commission pour ces retours forcés et sur le qui-vive jour et nuit. Le ministère des Affaires étrangères, en particulier la direction des Sénégalais de l'extérieur, a un bureau ou une direction
tout à fait, complètement dédiés à ce type de choses, ce qui empêche d'ailleurs, ce qui les empêche de faire leur travail normalement. Parce que ces gens-là devraient travailler sur migration et développement, l'orientation de la diaspora, c'est où est-ce qu'elle est, combien elle est, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'on peut en faire. Cette 15e région dont parle le président Sall, qu'on tarde à avoir structurée, même si elle est virtuelle, on est capable de travailler là-dessus, de lui donner un contenu et de mettre en œuvre cela. Mais ils sont, moi je vous promets, je travaille avec eux souvent, mais je pense que ce n'est pas du temps perdu. Je ne veux pas dire qu'ils perdent du temps, mais ils passent énormément de temps à faire des choses qui normalement ne devraient pas être. Oui, mais quand même, ces vagues de migrants qui sortent du pays, quand même, quelque part, montrent en échec des politiques en matière d'emploi des jeunes surtout. Mais il y en a, monsieur Diao. Vous entendez toujours les ministères en charge, les institutions nationales qui sont en charge d'offrir aux jeunes soit une formation professionnelle pour que ça débouche à l'emploi. Ce qu'on confond souvent, c'est que dès qu'on va en classe, à l'école ou à l'université, on pense qu'on est capable d'avoir un emploi. C'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ils n'ont aucune qualification. Et ça se prépare et on forme les gens pour ça. Ils n'ont aucune qualification pour être embauchés et être actifs, productifs et gagner leur salaire comme on veut. On a été jusqu'à proposer que les grandes vagues qui rentrent, les cohortes de personnes qui rentrent, on pourrait demander, par exemple, au ministre en charge des infrastructures, des grands travaux. Il y a des grands chantiers qu'on appelle des grands chantiers de grande main-d'œuvre. On pourrait proposer à ce que ces jeunes qui rentrent, qui sont répertoriés, qui sont classés et qui sont dans une base de données, qu'on puisse en sélectionner, leur donner des capacités et proposer aux ministères qui sont en charge de ces grands ouvrages de les prendre. Le secteur privé aussi doit pouvoir aussi intervenir dans ce domaine-là. Il faut trouver les moyens de les rendre productifs. Ils ne sont pas prêts à être embauchés et à produire tels que les entreprises ou les services qui devraient les prendre en charge souhaiteraient. Et ça, il faut le régler. Il n'y a que la formation. C'est pour ça que je pense qu'on pêche un peu, nous, par le manque qu'on a d'offres. L'offre ne suit pas la demande. L'offre est à réorganiser un tout petit peu plus. Et voilà. Voilà, une dernière question donc, à propos de cette affaire. Qu'en est-il des accords de coopération entre l'Union européenne et les États africains, justement, pour stopper ou diminuer ce flux migratoire? Écoutez, on était avec eux toute la journée aujourd'hui. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on n'était pas là pour parler de la Libye. Une partie de nos travaux avait trait à la migration irrégulière. Mais en réalité, on parlait du Global Compact. Le Global Compact est un mécanisme qui est en train d'être mis en place par le système des Nations Unies pour collecter l'ensemble des besoins et des priorités des pays qui sont membres du système des Nations Unies. Et cela s'organise selon des phases bien déterminées pour arriver à la fin du processus à une réunion internationale aux Nations Unies où les chefs d'État vont participer. Et pourquoi on était réunis aujourd'hui? C'est parce que nous avons une possibilité de nous parler, de dialoguer. Tous les acteurs qui travaillent sur la migration avaient la possibilité aujourd'hui de venir dire voici mes priorités, voici ce que je vois par expérience, les évidences que nous avons trouvées pour que la migration soit mieux gérée ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on a fait l'effort, et pour la première fois, de mettre ensemble et les représentants du gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, mais également les autres segments ministériels qui sont concernés. La primature aussi était là, le cabinet de la présidence de la République également était représenté par certains d'entre nous, mais avec les universitaires, avec les chercheurs, avec les organisations de la société civile, les
ONG et les OSC, parce qu'il nous fallait construire une réponse coordonnée et cohérente face à ce processus de Global Compact, comme il l'appelle. Le Global Compact n'aboutira pas à un processus obligatoire, non-binding, comme ils disent en anglais. C'est un débat qu'on va avoir, mais chaque pays a le loisir d'amener dans ce débat les problèmes qui lui sont prioritaires, ses propres intérêts. Voilà. Nous, ce qu'on a pu identifier, vous savez, la migration irrégulière, tout le monde en parle, mais tout le monde a aussi écouté plusieurs fois le président Sall dire que ces migrations, si elles sont irrégulières et si vous cherchez à les ordonner, il faut aussi qu'on prenne en compte l'intérêt des pays du Sud, des pays d'origine. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc la question de la migration irrégulière, la question des droits de l'homme, la question de migration et développement, la migration de la diaspora, les remittances, le savoir-faire, les connaissances de la diaspora, comment les capitaliser pour le développement des pays, la question des retours forcés, la question des réfugiés, des demandeurs d'asile. Savez-vous que pour les demandes d'asile, on a de plus en plus de difficultés à mettre ensemble les forces de l'Afrique parce que il est prévu le plan du président Macron qui focalise toute la sélection des demandeurs d'asile en Libye ou au Niger ou bien alors au Tchad. Voilà. Merci madame, le temps est pratiquement épuisé, mais quand même avant de vous laisser partir, une petite question sur l'intégration du genre dans les politiques publiques actuellement au Sénégal. Est-elle suffisante à votre goût? Non, bien sûr, tout le monde pense que ce n'est pas suffisant. Et moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que nous avions voulu avoir la parité pour les domaines électifs et semi... dans le secteur électif et semi-électif. Mais nous, on pense qu'on peut très bien avoir une parité par ailleurs. Et vous savez, et ça n'a pas été respecté dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ailleurs non plus, elle n'est pas respectée. Et il y a des raisons. Il y a des raisons. Et personne n'en parle. Ou bien si on en parle, on n'a pas de solution. Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être faciliter davantage la présence des femmes dans les structures de décision. Rien n'empêche au président de la République, par exemple, de nommer davantage à des postes administratifs, des postes de pouvoir, des postes de décision. Il n'y a pas un problème de qualification qui va se poser. Vous savez, il y a énormément de femmes de talent dans ce pays. C'est qu'on ne les voit pas, ou on ne les voit pas tout le temps, mais il y a des jeunes. Je ne parle pas des femmes de mon âge, je parle des beaucoup plus jeunes que moi, qui sont talentueuses à souhait et qui sont capables de tenir des positions de décision. C'est là, il faudrait que le président Sall aide à les avoir avec lui et pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et je ne parle pas de politique de femmes seulement. Des politiques de femmes, il en faudra encore beaucoup. Le ministère de la Femme a énormément de travail à faire. Mais les autres segments du développement qui créent de la richesse aussi ont besoin dans le secteur public et on devrait encourager le secteur privé pour en faire pareil. Voilà, merci Madame Ndioro Ndiaye. Voilà. Merci à vous. Encore une fois, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. Donc c'est fini pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.